contrairement à Socrate, il est un jeune aristocrate. Il a donc pas tout à fait le même statut qu'avait Socrate. Il a reçu une éducation classique et pieuse. C'est quelqu'un qui connaît bien les dieux, etc., de la cité. Mais on va voir que s'il les utilise encore dans ses dialogues, c'est aussi par la prudence. Son maître a été condamné pour impiété. Donc il ne va pas renier totalement, hein, mais il les utilise d'une autre manière. Alors, il critique évidemment les sophistes comme son maître. Il appelle ça des séductions irraisonnées, un art d'illusionniste. Il critique aussi l'éloquence passionnée. Et en gros, il critique la passion. Hein. Les désirs qui deviennent passion et qui... Au contraire, il met très haut la notion d'enthousiasme, qui veut dire... Enthousiasme veut dire en Dieu. Hein. Vous avez le mot théo au milieu. Enthousiasme. Cet enthousiasme qui se manifeste dans des délires, c'est vrai, le délire amoureux, le délire religieux ou poétique. Donc c'est un élan, cet enthousiasme, c'est un élan qui dépasse l'individu vers un idéal, un au-delà, plus réel que le monde que nous vivons, c'est-à-dire ce qu'il appelle le monde sensible, et qui est ce que nous vivons tous, on n'y échappe pas, c'est-à-dire lorsque nous naissons sur Terre, nous arrivons dans un monde sensible. Et le but de Platon, c'est de réconcilier cet élan qu'on peut appeler divin, hein, avec des exigences logiques. Et c'est pour ça qu'on va trouver dans certains dialogues une condamnation des artistes, parce qu'il dit que les artistes ont effectivement un enthousiasme, etc., mais ils ne savent pas justifier la cause de cet élan. Donc ils vont emmener des gens dans des désirs irraisonnés. C'est pour ça qu'il ne faut pas les... Mais en même temps, lorsqu'il établit sa cité idéale, qui est la République, eh bien, il va convoquer les artistes. Lui-même est artiste. Il faisait de la musique et il a écrit des poèmes. Toute son œuvre, et Dieu sait si elle est énorme, je ne sais plus, je crois. J'ai oublié le nombre de dialogues qu'il y a, mais c'est impressionnant. Il faut dire qu'il est mort à 80 ans, donc il a eu le temps aussi. Hein. Et puis c'est un intellectuel, et c'est pas Socrate. Socrate n'est pas un intellectuel. Mais toute l'œuvre de Platon est un hommage à ce maître disparu. Dans tous ses dialogues, il le fait intervenir contre les sophistes, lui donnant la place du choix, c'est-à-dire de celui qui révèle la vérité. Et Platon le met en scène pour témoigner de ses derniers instants au milieu de ses disciples dans l'apologie et dans le Phédon, le récit de son dernier jour, d'où ressort un grand sentiment, celui de la sérénité. Donc on est un petit peu admiratif quand on lit ce dialogue. Alors, là on va attaquer la philosophie de Platon, qui est vraiment, enfin, je veux dire, c'est un monstre, c'est monumental. Moi ce que je vais faire là, c'est vraiment vous donner une superficie. Hein. Je suis désolée, mais à moins que vous vouliez rester jusqu'à l'année prochaine. Mais on va essayer d'en retirer certaines choses extrêmement importantes. Alors, l'avènement de Socrate puis de Platon marque une rupture
importante avec la pensée antique qui, elle, est imprégnée de religiosité et de mythes. Si, je sais que vous connaissez, Homère en est un exemple. Mais si vous cherchez la vérité chez Homère, vous ne la trouverez pas. Il y a des contradictions, il y a des choses qui vont pas ensemble. Bon. Mais c'est magnifique, c'est beau, c'est intéressant. Mais chercher la vérité, même historique là-dedans, ça serait complètement idiot. Mais par contre, dans cette Athènes du 5e siècle, du 4e, 5e, l'homme apparaît différemment. Autant avant ce siècle-là, l'homme est religieux et son destin est lié extrêmement fortement au Dieu. Hein. Il n'y a qu'à regarder dans les tragédies. Le héros, il ne peut pas échapper à son destin. Donc ça pèse énormément sur la pensée. Eh bien, au 5e siècle, l'homme apparaît comme un guerrier citoyen. Et il devient partie prenante de sa destinée. Alors de quelle manière on peut repérer ces choses-là? Eh bien, la tragédie, la comédie, et qui étaient des œuvres qui étaient dédiées à Dionysos. Hein. On a des fêtes qui s'appellent les Dionysies, où sont représentés donc tous nos héros qu'on connaît, Oedipe, etc. Eh bien, la tragédie commence à sortir de la sphère religieuse. À la place des cérémonies religieuses, elles sont souvent représentées dans des cérémonies civiques. On a des textes qui nous retracent ça à Olympie, entre autres. La comédie va passer de la bouffonnerie à la critique politique. Le récit historique devient plus objectif. Alors je ne dis pas que c'est encore le niveau de notre histoire, mais il y a des efforts de fait. Hein. Il y a une instauration de la médecine des causes. J'avais lu, je ne sais plus, un texte antique sur comment on soignait les malades à Épidore. Oui, c'est ça, c'est Épidore. Oui. Le temple d'Esculape. Oui. Ouais, c'était peut-être à Épidore. C'est Épidore, oui, c'est ça. En ayant été aussi au musée, c'est assez impressionnant de voir les instruments qu'ils utilisaient. J'aurais pas voulu être malade à cette époque-là, en tout cas. Bon, mais là, avec Hippocrate, on instaure une médecine de la cause. Pourquoi suis-je malade? Et non plus comment je suis malade. Hein? Ou c'est le Dieu qui m'a envoyé une maladie, etc. Non. Et puis, bien sûr, on doit à cette époque-là l'instauration de la démocratie, c'est-à-dire la libération de la parole, et qui permet l'apparition de la philosophie. Pour philosopher, on ne peut pas avoir de censure. Hein. Et c'est ce modèle démocratique qui donne la possibilité de parler. Mais une nouvelle philosophie qui est fondée sur une stricte discipline. Je reviendrai là-dessus. Donc, ce qui veut dire que la conception de l'homme change. Les dieux s'effacent devant les actions des hommes. Et c'est cette philosophie que fonde Platon. On a l'habitude de dater la naissance de la philosophie, et j'insiste, occidentale, à cette époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de philosophie avant, qu'il n'y en aura pas après, qu'il n'y en a pas ailleurs, mais c'est la première fois qu'une philosophie se libère des croyances, enfin,
pas tout à fait, hein, parce que... Mais il y a en tous les cas cette envie. Hein. C'est une philosophie de l'être, donc une métaphysique. Et c'est aussi une remise en question de... C'est normal que Socrate ait été condamné pour avoir bafoué la tradition, puisqu'il critique l'éducation qui est donnée. Hein. Mais l'éducation qui était donnée à cette époque, c'était essentiellement la rhétorique, la musique, la poésie. Donc ça menait pas très loin. Eh bien, Platon va aussi refuser l'éducation qui est donnée. Dorénavant, la philosophie va requérir un apprentissage scientifique, mathématique, logique. Pas étonnant que les philosophes de cette époque soient mathématiciens, physiciens, médecins. Il n'y a qu'aujourd'hui que... On arrive à aujourd'hui avec une philosophie qui s'est extraite de toutes les connaissances humaines, hein, et pourtant elle se prétend la mère de toutes les sciences. Dès lors, la pensée rationnelle, on peut se poser la question, ne devient-elle pas un mythe? Alors moi, ce qui m'a interpellée aussi, c'est pourquoi le grec Platon pose-t-il encore et déjà des problèmes qui sont les nôtres? Sans arrêt, des livres sortent sur la philosophie de Platon. J'arrive pas à tous les acheter. Donc, il nous dit bien quelque chose, 23 siècles après. C'est intéressant. Pourquoi sommes-nous, que nous le voulions ou non, que cela nous irrite ou nous réjouisse, encore aujourd'hui, disciples de Platon? Et je racontais à François l'autre jour que en Grèce, lorsque on se trouve dans une discussion et que les gens se trouvent coincés, ben ils répondent « Oh, c'est bon, hein, moi je suis un fils de Platon ». Ça légitime ce qu'ils disent, quoi. C'est quand même incroyable. Donc Platon, il est là, et il nous obsède pas. Mais... Donc, après avoir, comme Socrate, été déçu et écœuré par ce qui se passe à Athènes, Platon abandonne son envie de faire de la politique. Et surtout, c'est la mort du maître qui met un terme à sa carrière, même s'il va donner des conseils au tyran Denis en Sicile, d'ailleurs qui va bien lui rendre puisqu'il le vend comme esclave. Il fait le même choix que son maître, l'éveil des consciences endormies. Dans une lettre, il dit ceci: « J'avais le projet, du jour où je pourrais disposer de moi-même, d'aborder aussitôt la politique. Je me fis des illusions qui n'avaient rien d'étonnant à cause de ma jeunesse. Ainsi est née la philosophie méditerranéenne européenne, même si les présocratiques résonnent dans tous les textes de Platon et d'Aristote. Hein. Il n'y a pas de séparation, on parle de présocratique, mais il y a toujours une filiation. Donc Platon comme Socrate sont témoins de la décadence de la cité, et pourtant Athènes a jeté les bases qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Hein. La démocratie, bien sûr, mais la démocratie, c'est pas... à Athènes, il y a très peu de monde hein, qui peut... J'ai oublié les chiffres, mais qui peut voter, qui peut participer, mais on peut quand même participer au pouvoir de décision. Ce pouvoir de décision est à la portée de tous les citoyens, c'est-à-dire des hommes libres,
pas de métèques, pas d'esclaves, pas de femmes, hein, bien. Athènes nous a apporté aussi l'égalité devant la loi, la prolifération des arts, et surtout l'exigence logique du discours, strict et rigoureux, avec une prédilection pour la démonstration mathématique. Alors, même s'il a délaissé ses envies de faire de la politique, eh bien, on peut voir que toute sa vie, il a pensé la réforme de l'État. Toute sa vie. Jusqu'au dernier moment, puisque dans le Timée, il parle encore de l'établissement d'un État. Il ne l'a pas fini, d'ailleurs, ce dialogue, il est mort avant. Eh bien, il va fonder, puisque il faut éduquer de manière stricte et rigoureuse, il fonde une école qui va s'appeler l'Académie. C'est un terme qui est toujours utilisé chez nous. Alors, l'Académie, c'est une école de sagesse, un petit peu comme les écoles pythagoriciennes ou orphiques. C'est-à-dire, on entre un peu comme en religion, entre guillemets, hein. Et Platon a un prérequis. C'est, il l'a écrit sur le fronton de l'Académie, « Nul ne rentre ici s'il n'est géomètre ». Donc voilà, c'est bien clair. Donc on va pratiquer tout ce qui peut redresser l'opinion. Bien sûr la gym, les arts, la géométrie, les mathématiques, la médecine, etc. Mais, bien sûr la dialectique. Mais surtout, il ne faut pas s'illusionner, il y a tout un savoir qui nous échappe. Hein, puisque un savoir qui, comme chez les Pythagore ou les orphistes, qui est du domaine de l'initiation. Et ça, on n'en a pas la trace, ce qui est normal. Parce que l'Académie, c'est énorme, hein, ça a duré des siècles. Donc ce savoir qui est caché, on peut penser que c'est un savoir spirituel. Donc, il s'agit dans l'Académie de créer un désir d'équilibre harmonieux du corps et de l'esprit, avec une préférence pour la vie contemplative, au recueillement, un esprit, pour acquérir aussi un esprit mystique. Alors après avoir condamné les mythes, il va les utiliser parce qu'il y a des choses qui sont difficilement traduisibles par des mots, mais on peut approcher plus près de la vérité par des images. Chaque dialogue s'articule autour d'une théorie centrale, qui est la théorie des idées. Vous en avez peut-être entendu parler. Alors c'est une philosophie, dans un premier temps, qui est dualiste. Il établit deux mondes. Un monde sensible, donc le monde dans lequel nous arrivons quand nous naissons. Nous sommes fragiles, nous sommes des enfants. Et puis un deuxième monde, le monde intelligible, un monde qui est fait de formes pures, d'essence éternelle, immobile. Et il va, je vous l'ai dit, dans tous ces dialogues, avoir un rappel de cette théorie. Il le dit dans le Phédon, cette théorie à laquelle nous revenons sans cesse. C'est comme une
une obsession, hein. Mais en fait, c'est ce qui maintient son système en place. Alors le monde sensible, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, c'est le monde spontané du corps, de la perception, des désirs, des croyances, des illusions, enfin, de l'ignorance, hein. C'est le monde sans questionnement philosophique, sans réflexion. Réflexion, le mot c'est l'esprit qui revient sur lui-même, hein. Une deuxième flexion. Et c'est dans l'allégorie de la caverne qui va exposer, à travers un discours imagé, le chemin obligatoire, difficile et dangereux, de celui qui veut pratiquer la vertu et la philosophie. Tu veux le résumer, si tu veux? J'ai fait un petit résumé. Le mythe de la caverne? Ouais. Vas-y, hein. Ouais. Oui, oui. Ouais. Vas-y. Moi, Non, mais alors, je l'ai extrêmement simplifié, hein, pour pas dire que c'est un squelette, mais je vous ai laissé les... Parce que je voulais faire des photocopies et vous le donner, mais ça aurait pris trop de temps de le lire. Alors, l'allégorie de la caverne est exposée par Socrate à un sophiste. Et il lui dit, imagine des hommes prisonniers dans une caverne, enchaînés et immobilisés, qui tournent le dos à l'entrée. Ils ne voient que leurs ombres et celles des objets derrière eux. Donc on voit bien, hein, un petit peu comme une salle de cinéma, c'est-à-dire il y a un écran, c'est sombre, monde des ténèbres, hein, pardon, il n'y a que de l'ombre. Des hommes enchaînés, ils ne peuvent pas tourner la tête, hein. Ils sont obligés de regarder devant eux. Mais derrière eux, 3 marches plus haut, il y a un feu. Et il y a des montreurs de marionnettes. Ces montreurs de marionnettes ne sont rien d'autre que des sophistes, hein. C'est-à-dire qu'ils font voir des objets. Mais ce que reçoivent les gens dans la caverne, ce ne sont que des ombres, hein, des ombres. Donc ces marionnettistes manipulent les gens qui sont dans la caverne. Mais les gens dans la caverne, ils ne sont pas malheureux. Ils ne connaissent que ça. Donc, on est malheureux quand on sait qu'il y a autre chose. Mais là, pour eux, il n'y a rien d'autre, hein. Alors, Socrate nous dit, ces prisonniers, c'est nous. Deuxièmement, il fait l'hypothèse que si on libère un prisonnier et qu'on le force à se retourner vers la lumière du feu, eh bien, il va protester, il ne va pas vouloir, hein, parce que c'est inconfortable. La caverne, c'est quand même confortable. On est ensemble, on pense comme tout le monde, hein. C'est douillet, c'est le monde du connu. Mais là, ce qu'on lui propose à ce pauvre homme, c'est un monde inconnu. Et dans un premier temps, ses yeux vont être éblouis par le feu. Il va avoir du mal à regarder les objets. Donc, on voit bien qu'il n'est pas vraiment volontaire, hein. Donc, il ne comprend pas ce qui lui arrive, et ce détournement est douloureux et pénible. Il est ébloui, aveuglé, mais lorsque ses yeux se seront habitués, il n'aura plus de repères. Tout ce qu'il connaissait avant n'existe plus. Il ne saura plus ce qui est réel, réellement, si c'est les ombres ou les objets. Et oui. Donc, on atterrit à une confusion totale lorsqu'il arrive à la lumière du jour, c'est-à-dire qu'il a dépassé le feu. Et à la lumière du jour, on voit un chemin escarpé, encore,
c'est pas du tout la vie est un long fleuve tranquille. Non, ici il faut faire l'apprentissage des nombreuses sciences qui vont discipliner l'esprit, hein, le rendre rigoureux, à appréhender de manière stricte les choses. Donc c'est encore une grosse galère, quoi. Mais là, on n'a plus de choix. Si on est un petit peu sensé, on n'a plus de choix, on ne doit faire que monter. Donc ce n'est qu'après un long apprentissage qu'il pourra regarder ces objets directement, sous la lumière du soleil, qui est dehors, et qu'il pourra même le regarder en face. Le soleil symbolisant évidemment le divin, l'idée du bien et du beau. Donc voilà un petit peu comment il nous explique son système, sa théorie des idées. Alors, il y a beaucoup de questions, hein, ça pose beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir rentrer dans le fond du sujet, mais on va essayer de déblayer un peu. Hein. Alors, là, on voit que la personne, on la force. Est-ce qu'il peut y avoir une possibilité qu'un prisonnier veuille lui-même? Et Platon nous dit oui, nous avons tous un penchant qui nous attire vers le haut, qui nous attire vers le beau. Personne n'est attiré vers le laid. Hein. Enfin, je sais pas vous, moi je préfère le beau. Hein. Donc, vers le bien, vers le beau, qu'il définit comme étant le divin, le principe suprême, qui est la condition d'existence de l'univers, supérieure encore à l'existence des idées. Hein. Vous voyez le... Je suis claire ou pas? Ouais. Alors, mais qu'est-ce que ce penchant qui nous attire vers quelque chose que l'on ne connaît pas? Nous qui sommes dans les ténèbres, comment peut-on désirer quelque chose dont on ignore tout? En général, quand on désire les choses, c'est que... Eh bien, lorsque je pose ces questions-là, je m'adresse au désir inférieur. Oui, désirer, on sait ce que c'est. Hein. C'est vraiment du domaine du monde sensible et de l'intérêt particulier. Il ne faut pas se tromper. Même dans l'amour, on le verra peut-être plus tard, mais lorsque je désire quelqu'un, c'est pas parce que je suis bon. Non. Hein. Il y a autre chose derrière quand même. Hein. Celui qui le nie n'est pas tout à fait honnête. Donc, pourquoi nous désirons quelque chose que nous ne connaissons pas? Eh bien, la réponse, elle est dans un autre mythe de Platon qui s'appelle le mythe de l'attelage ailé. Dans cette philosophie, il y a l'idée de la métempsychose, c'est-à-dire de revenir sur la terre. Alors bon, dans le bouddhisme, c'est la réincarnation, mais chez Platon, c'est la métempsychose, c'est-à-dire qu'on peut revenir en pierre, en animal, hein, en fonction de ce que nous avons vécu de nous et de notre jugement. C'est nous qui jugeons. Aucun Dieu ne juge à notre place. Il le dit, Dieu est innocent. Nous sommes tous responsables. Donc, nous avons déjà vécu des vies. Et les âmes se rappellent du monde des idées. Elles ont un petit souvenir.